Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, à Dekil, gestion de la pollution plastique en vedette dans la région de Dekil. Autre actualité nationale, toujours à Dekil, Djibouti et l'Éthiopie renforcent leur partenariat dans la région de l'Igad. Et pour l'actualité internationale, au Soudan, un nouveau cessez-le-feu de 72 heures. Les détails dans ce journal. Le journal au complet, mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de renforcement des relations entre Djibouti et Qatar qu'une importante réunion bilatérale et multiforme a eu lieu ce matin à la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette importante réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a vu la participation des membres du gouvernement, l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Daïb Badroble, le président des autorités de port et zone franche, M. Abakar Omar Hadi, le directeur général de l'ANPI, le directeur de l'ODEG, ainsi que les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. Du côté qatari, la délégation a été composée de l'ambassadeur de Qatar à Djibouti, ainsi que les différents représentants du ministère qatari et investisseurs. Les sujets abordés par les deux parties s'est porté sur les relations bilatérales et multiformes dans le domaine de la technologie, l'énergie renouvelable, le transport, le commerce, le tourisme, ainsi que l'excellente intégration économique des deux pays. Ils ont sur ce exprimé leur volonté d'accroître leurs relations bilatérales et de la consolider davantage dans tous les domaines. Rappelons qu'il y a une volonté manifestée de la part des deux pays d'insuffler une dynamique nouvelle aux relations d'échange et de solidarité entre les deux pays et les deux peuples. Ensuite, je vous le disais dans les titres, la toute première édition du Forum de Dekil, l'événement de genre inédit en République de Djibouti, s'est clôturé hier sous le parrainage du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, en présence du préfet de la région de Dekil, M. Hassan Abdiroble, accompagné du préfet d'Ali Sabié, M. Abdel Malik Mohamed Bonouita, et celui d'Arta, M. Hassan Dabele Ahmed, ainsi que la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Emma, et le directeur général du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, M. Samatar Abdi Osman. Première du genre, ce forum qui a eu lieu dans la ville de l'Unité avait pour thème la cohésion sociale et la résilience communautaire. En effet, ce forum a été organisé par le CTID en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et avec le soutien du PNUD, qui a rassemblé durant 3 jours des hauts cadres des ministères sectoriels, la société civile des 5 régions de l'intérieur, des universitaires, des entrepreneurs, chefs coutumiers, des femmes leaders, jeunes et partenaires au développement dans l'objectif de co-créer des pistes, de solutions et des recommandations thématiques pour consolider la cohésion sociale et la résolution communautaire en République de Djibouti. Axé sur les enjeux du développement de Djibouti, le Forum de Dekil a pour ambition de favoriser le métissage de connaissances et le partage de savoirs et des meilleures pratiques dans une approche participative en quête de solutions aux défis démographiques, technologiques, climatiques et à la consolidation de la paix et de la sécurité pour le développement inclusif et durable à Djibouti. Je voudrais simplement dire que votre engagement, nous le notons et nous en prenons compte. Et nous nous engageons en tant que partenaires au niveau du PNUD à inscrire ces résolutions dans le cadre de notre programmation de gouvernance et de résilience. Donc votre travail ne va pas être vain. Nous allons essayer de l'amplifier à travers nos initiatives. Voici à présent le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, qui a salué cet événement. Les résultats des travaux qu'on vient de nous lire ici ce soir sont vraiment remarquables. Il y a donc de grandes avancées sur le thème qui est mis ici et qui n'est pas un thème qui est simple. Quand on parle de cohésion sociale, je viens de voir que les thèmes qui ont été développés ici, il y a eu des recommandations et si j'ai retenu donc sur 4, on a parlé de réduire les inégalités et de donner la chance à tout le monde pour qu'ils puissent avoir accès aux services sociaux de base ainsi qu'à tout ce que peut offrir un pays à son citoyen. Il y a un thème qui m'a marqué, c'est le thème sur la recherche socio-culturelle parce que c'est celui qui se rapproche du concept qu'on voulait avoir de la cohésion sociale.
La cohésion sociale, elle peut être intergénérationnelle. Quand on parle de cohésion sociale, effectivement, on se dit, c'est être un Djiboutien. Donc, au cours de ce forum, qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, je vous dis encore félicitations, je vous dis une bonne continuation. Merci à Dikil pour l'accueil. Actualité à la une de ce journal, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, a organisé ce matin, dimanche 18 juin 2023, à Dikil, dans la région de l'Unité, la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'environnement. Le choix de la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'environnement s'est porté cette année sur la localité de Cheikhaïto sous le thème de la gestion de la pollution des plastiques et la promotion de la recyclage. L'objectif de cette journée hautement symbolique pour le ministère de l'Environnement avait deux objectifs qui sont entre autres de montrer les actions sur le terrain du ministère susceptibles de permettre à la pollution de s'adapter au changement climatique d'une part et sensibiliser sur la pollution plastique d'autre part. Cet événement fut l'occasion d'aborder un large éventail de thématiques environnementales pressantes, telles que les lois et initiatives mises en place pour la protection de l'environnement, la gestion des déchets solides et la chaîne de valeur du recyclage dans le processus des activités génératrices de revenus. Ont participé à cet événement, outre le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en l'occurrence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, la représentante de l'UNICEF et à la fois représentante par intérim du programme des Nations Unies pour le développement, du préfet de la région, mais aussi le vice-président du conseil régional de Dikil. On écoute à présent les interventions respectives de la représentante par intérim du PNUD, représentante de l'UNICEF, Mme Béat Dastel, et le préfet de la région de Dikil. Je suis extrêmement fière d'être ici pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Et on a choisi ici Cheikhaïto à Dikil et je suis vraiment fière et très heureuse d'être ici. C'est vraiment une grande fierté et tout le système des Nations Unies, nous sommes derrière vous pour supporter la préservation de l'environnement, bien sûr, à Djibouti. Vous pouvez être très très fiers parce que vous avez déjà mis beaucoup des actions et j'ai pu voir ça parce que je suis venue à Djibouti, ça fait maintenant environ 10 mois et j'ai pu voir toutes les actions. Je suis vraiment fière d'avoir vu par exemple l'investissement dans l'énergie et dans verte, dans le recyclage et aujourd'hui on est là aussi pour combattre la pollution par le plastique. Et on est là ensemble pour voir ça aussi et on est toujours là pour supporter. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. Madame la représentante de l'UNICEF et en même temps la représentante par intérim du PNUD et distingués invités, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Comme vous le connaissez, l'environnement c'est l'ami de l'homme. Quand l'environnement est sain, c'est l'ami de l'homme. Mais quand l'environnement n'est pas sain, c'est l'ennemi de l'homme. Enfin, tout le monde le sait. Donc si Cheikhaïto aujourd'hui a été retenu pour abriter la cérémonie de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, que cela signifie que Cheikhaïto présente des intérêts et que Cheikhaïto est propice pour le bien-être de la population ou de la communauté locale. Cheikhaïto, comme vous le connaissez, est une zone fertile et les jardins qui sont devant nous les témoignent. Et c'est une fierté pour la région de l'Unité, c'est une fierté pour la population okaroise dans son ensemble et c'est une fierté pour moi et c'est un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui
à Cheikh et tout. Ensuite, en conclusion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a lancé ce mot d'ordre: agir dès maintenant pour adopter un comportement responsable pour mieux réduire la pollution des plastiques qui est et reste nuisible à l'environnement. Voici ses propos. Je suis aujourd'hui très ravi d'être ici parmi vous pour célébrer cette journée de l'environnement. Cette journée qui s'inscrit surtout, le ministère a voulu diviser, voir les actions, les activités sur ces zones. Nous avons un projet de résilience, ce projet qui va bien sûr couvrir l'oued de Cheikh Haïtou jusqu'à Abhaïtou. Ces activités vont se comporter comme le renforcement aussi des capacités pour nos anciens, je veux dire des anciens élèves qui vont aujourd'hui passer comme agriculteurs. C'est des formations qui vont être aussi données par nos techniciens. Cette année, le thème était la pollution de plastique. Comme vous savez, la région de Dikil est polluée. Nous avons voulu faire cette activité dans la région parce que nous ambitionnons de trouver une solution, de réduire cette pollution de plastique et des déchets. Nous avons l'intention, avec le ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement et des autres partenaires, l'UNICEF et le PNUD, de trouver une solution pérenne pour cette pollution. Donc, des unités de recyclage vont bientôt voir le jour parce que nous étudions ces projets. Toujours dans la région de l'unité ou dans le cadre de la stratégie de numérisation, de partage et de protection des données sur la santé transfrontalière dans notre région, l'équipe du projet de numérisation des données sur la santé dans la région d'Eligad a organisé ce matin une réunion de travail pour la collaboration transfrontalière à l'hôtel de Gobaad de Dikil pour le renforcement de la surveillance des maladies. Ce projet bénéficie d'un soutien financier de l'Agence allemande de développement et de la coopération internationale. La réunion a été ouverte par le préfet adjoint de Dikil, M. Youssef Ali, le médecin-chef de la région sanitaire de Dikil, le Dr Jama Moussa, et M. Idriss Dersa, expert en charge du système d'information sur la gestion de la santé au ministère éthiopien de la Santé. C'est le sens de la mise en place prochaine d'un comité de coordination sur la santé transfrontalière à Dikil, objet de la réunion technique organisée par les équipes du projet de numérisation des données sur la santé dans la région de l'Igad, qui s'est ouvert ce mercredi 14 juin dans la sous-préfecture de Yoboki, aux confins de la région de Dikil. À ce titre, le comité transfrontalier aura un rôle d'orientation et de conseil pour éclairer les acteurs et les parties prenantes sur la portée de l'état d'avancement des activités. À noter que le comité sera composé du sous-préfet de la localité, du médecin-chef du centre de santé de Yoboki, de l'infirmier chef de centre et son collègue chargé de la surveillance épidémiologique du centre de santé, de l'agent en charge des statistiques du centre également, mais aussi du représentant des forces armées djiboutiennes ainsi que d'un représentant de la douane, d'un représentant de la société civile et des associations des femmes actives. On écoute le directeur général de l'INSPD, le docteur Hussein, pour plus d'explications. Cette activité qui consiste à pouvoir mettre en place un système de travail au niveau transfrontalier. Cette activité n'est pas une première, c'est une activité que nous avons lancée, effectuée au niveau de la zone de l'Oyada, au niveau transfrontalier. C'est une même activité que nous avons lancée au niveau Balho, donc sur le sud de Tajoura, donc au niveau frontalier, que nous sommes en train de planifier vers la zone de Galilée. Donc de Galilée. Donc nous sommes en train cette fois-ci de planifier au niveau transfrontalier. Avec Galilée, nous sommes en train de le faire avec l'OIM prochainement, mais nous sommes en train aujourd'hui de faciliter un système de travail entre deux pays frères, deux pays amis. C'est une vraie aubaine. L'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir mettre en place ce système de travail, de pouvoir faciliter et de pouvoir prévenir
l'installation d'une épidémie d'une part et d'autre. Le dernier point sur lequel nous sommes là, c'est tous les éléments qui sont en rapport avec la charte de travail. La charte de travail, la charte de partage de données au niveau frontalier et au niveau des deux pays. L'objectif, c'est de savoir, lorsqu'il y a une épidémie qui va se déclarer au niveau de Djibouti, un partage de données validé de Djibouti vers leurs collègues d'Éthiopie. Lorsqu'il y a une épidémie qui se déclare au niveau frontalier de l'Éthiopie, c'est de pouvoir avertir, informer leurs collègues de Djibouti. Autre actualité de ce soir, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé la 4e réunion du comité de pilotage du projet d'appui à l'autonomisation des femmes et à la protection des droits des femmes et filles, appelé FEMFI, ce dimanche 18 juin 2023 à l'Institut des études diplomatiques. Ce projet qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des femmes et jeunes filles a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mona Ousmane Aden, de la chef de mission de la délégation de l'Union européenne, Mme Simona, des représentants des différents systèmes des Nations Unies tels que le PNUD, l'UNICEF, le FUNIAP, en leur qualité d'agent d'exécution du projet, de la direction des financements extérieurs de l'UNFD et des membres du comité de pilotage. La ministre et la chef de mission ont salué les efforts louables fournis par les personnes impliquées malgré les difficultés rencontrées. Ensuite, les responsables des différentes composantes du projet ont fait un tour de rôle, les représentations du projet en mettant en relief les principales réalisations. Observé dans le cadre de la politique genre. J'aimerais rappeler que l'Union européenne s'est engagée à financer des activités dont les résultats soutiennent le gouvernement dans son objectif de faire respecter les droits des femmes et des filles en matière d'autonomisation et d'éradication des mutilations génitales féminines. Cela traduit le soutien fort et continu de l'Union européenne en faveur des domaines sous la responsabilité de votre ministère, Madame la Ministre. Je rappelle que cet engagement de l'Union européenne doit bénéficier d'une collaboration étroite et d'un partenariat privilégié entre toutes les parties impliquées, afin que le budget considérable que nous mettons à disposition permette des changements et des améliorations profondes et viables à long terme. On écoute l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden. Le projet Femmes-Filles est un projet global qui répond aux politiques publiques en matière du genre, notamment dans l'éducation, l'alphabétisation, l'autonomisation et les mesures de protection qu'il faut mettre en place. C'est un programme pour nous intégré. Au ministère de la Femme, c'est le principal projet qui est financé, donc avec l'appui de l'Union européenne, mis en œuvre avec nos agences d'exécution ordinaires, à côté de tous les autres projets qui sont exécutés, que ce soit en termes de multisectorialité avec les partenaires des différents ministères, mais également avec les financements propres des différentes agences. Ce programme, comme vous l'avez bien souligné, a constaté des retards, mais à chaque fois, le comité de pilotage a eu la possibilité de se réunir et de mettre en place des plans accélérés qui ont donné des résultats assez importants. Les difficultés viennent à chaque fois de façon vraiment organisationnelle, fonctionnelle, budgétaire. C'est vraiment des choses qui sont à l'encontre des volontés de tout à chacun. Donc à chaque fois, on prend les problèmes au pied levé et on essaie de trouver les solutions ensemble. Et je pense que jusqu'à présent, nous avons trouvé les moyens de pouvoir mettre en place des plans accélérés. Et je pense que maintenant, il n'y aura pas de raison aussi de remettre en place les activités qu'il faudra exécuter en priorité. Les résultats attendus de ce projet sont, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, assez probants. Nous avons des activités, notamment dans la partie autonomisation, qui sont très souhaitées et pour lesquelles on a mis beaucoup d'efforts dessus pour que la formation et la mise en œuvre des petits projets ou bien des petits programmes pour les femmes soient réalisés et réalisables le plus rapidement possible, Inch'Allah. Le ministère de la Femme s'est doté de la politique du genre pour les 10 prochaines années,
Donc tout ça nous donne vraiment une confiance et un horizon un peu plus clair et un peu plus lisible. Et nous espérons que le programme Femmes-Filles contribue déjà et continuera à contribuer à la mise en œuvre de notre politique nationale du genre. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, son Excellence M. Momin Hassan Barre, a assisté à la conférence parlementaire internationale sur le dialogue interreligieux, un événement organisé par l'Union interparlementaire et le Parlement marocain en collaboration avec l'organisation Religion for Peace, mais aussi le soutien de l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies et de la Ligue Mohammedia des Ulama. Cette conférence qui s'est déroulée sous le haut patronage du roi Mohamed VI est centrée sur le thème dialogue interreligieux, collaborer pour un avenir commun. Elle voit la participation des parlementaires et des chefs religieux qui s'engagent dans un dialogue constructif pour discuter des meilleures pratiques afin de résoudre les défis majeurs à la coexistence harmonieuse entre différents peuples et cultures. Ils ont évoqué l'excellente relation qui unit la République de Djibouti et le Royaume du Maroc, ainsi que leur niveau de coopération étendu à divers secteurs du développement. Le ministre a également souligné la solide relation entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République, son Excellence Hadj Ismaïl Marguelé. Le ministre a souligné l'importance que donne notre pays à la promotion de la culture de paix et de la tolérance, avec la création notamment de l'Institut Al-Wasatiyah et la culture de paix, inauguré par le président de la République le 20 mars dernier. Le lancement de cet institut à vocation régionale illustre la politique judicieuse du président de la République visant à renforcer la position de notre pays et à propager les valeurs de tolérance et d'ouverture. À l'issue de ces travaux, la conférence a adopté la déclaration de Marrakech qui appelle à la création d'un mécanisme institutionnel au sein de l'UIP pour examiner les meilleures pratiques et suivre les propositions relatives au dialogue interreligieux afin de promouvoir la culture de la paix, la tolérance et de l'ouverture dans un contexte de diversité culturelle et confessionnelle. Je vous emmène à Belgique, en Allemagne plutôt, au dernier jour des assises du Forum germano-africain de l'énergie à Hambourg, en Allemagne. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younes Ali Guedi, a eu des entretiens bilatéraux fructueux avec des hauts responsables de la société égyptienne LCWD électrique, de ceux du groupe et également de ceux du groupe énergétique allemand Siemens Energy. Avec le haut cadre de la société LCWD électrique, l'entretien a porté essentiellement sur l'impulsion et le développement des projets énergétiques à Djibouti, la mise en œuvre d'une assistance technique au profit des ingénieurs djiboutiens, l'installation des mini-centrales solaires dans 2 villages éloignés du réseau électrique national et l'implantation de plus de 170 pompes solaires dans des puits situés en zone rurale. Et avec les dirigeants de Siemens Energy, les échanges étaient plus axés sur l'impulsion du projet d'extension du parc éolien de Goubet, où, en vue d'atteindre une capacité installée de plus de 100 MW, et la réalisation du projet de la seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Éthiopie. Soulignons enfin la présence à ces entretiens de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, son Excellence M. Yassine Hussein de Ale, du conseiller technique du ministre M. Mahdi Ouabri Hassan et du directeur de l'énergie M. Koulet Mohamed Jama. Cap vers Arta, où ce week-end, le Sunny Hill Center a abrité une session de formation de 4 jours par les pairs sur le portage de plaidoyer. À l'issue de cette session, où l'Association nationale des communes du Bénin a partagé avec les élus membres du bureau de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes et le personnel du secrétariat permanent des outils, mécanismes, stratégies formelles et informelles à mettre en œuvre pour un rayonnement de l'association de Djibouti. Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre les deux associations en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, qui a par ailleurs procédé à la clôture de la formation. Cette clôture s'est déroulée en présence du préfet d'Arta, M. Hassan Dabalé, les responsables et les membres de l'ANCLD de Djibouti et de l'ANCB du Bénin. Durant les 4 jours d'intenses efforts ont été fournis par les organisateurs et les participants qui ont bénéficié des expériences utiles pour renforcer la mise en œuvre de la politique de la décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Marguelé.
Pour procéder à la clôture de 4 jours d'intenses travaux de formation instructive et riches en enseignements qui ont permis à tout un chacun de vous de profiter pleinement d'une panoplie d'échanges constructifs et fructueux autour d'une thématique de valeurs portant sur le plaidoyer de campagnes médiatiques. Il m'est choix ainsi l'honneur d'adresser mes sincères félicitations à l'endroit des organisateurs de cet atelier et plus particulièrement à l'ensemble des personnes ressources qui ont animé les sessions de cette session formative. Pour leur enthousiasme pédagogique et la participation active et remarquable des acteurs des collectivités locales. On écoute à présent le président de l'Association nationale de collectivités locales djiboutiennes. Mais cet atelier a été un peu particulier pour nous. Et sincèrement vous dire, nos collègues de l'ANCB nous ont vraiment fait comprendre qu'est-ce que c'est qu'une association des collectivités locales. Ils nous ont fait comprendre quel est le lien et les relations entre le ministère de tutelle et l'association des collectivités locales. Ils nous ont fait comprendre aussi que le portage des plaidoyers, que vous savez, monsieur le ministre, nous avons beaucoup de difficultés sur certains points. Ce portage, ils nous ont dit qu'elle ne peut être réalisée sans le soutien et sans l'accompagnement du ministre de tutelle. Ça nous a marqué dans le sens où un plaidoyer peut résoudre beaucoup de problèmes. Ensuite, nous allons écouter un extrait de l'intervention du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali. Voici ses propos. L'ANCLD a bénéficié de quelques outils techniques et pratiques fournis par l'ANCB sur la base de ses expériences pour mener ses actions de plaidoyer et de suivi des politiques publiques locales. Je félicite les deux organisations fêtières pour avoir opté pour un mode de formation fondé sur l'échange de connaissances, sur l'échange d'expériences entre pairs, considéré comme étant beaucoup plus fructueux que la méthode traditionnelle d'apprentissage. Je me réjouis davantage de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales, qui constitue l'une des priorités de la feuille de route de la décentralisation en vue d'atteindre les objectifs assignés à celle-ci par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. À l'issue de cette formation, il y a fort à parier que l'ANCLD, connu pour son dynamisme, à accompagner la décentralisation et le développement local, sera mieux préparé, mieux outillé pour représenter et défendre les intérêts de ses membres auprès du pouvoir public et des partenaires et rendre des services de qualité aux membres. J'ai saisi cette occasion pour réitérer et pour répondre en même temps aux recommandations du président de l'ANCD, de la disponibilité du ministère de la décentralisation aux côtés de l'ANCLD, afin de renforcer les capacités de ses membres dans le domaine de leurs compétences. Je ne peux qu'encourager l'ANCLD et l'ANCB à continuer de renforcer leur coopération et à mieux coordonner leurs actions visant à appuyer plus efficacement le processus de la décentralisation. Sport à présent, où le tournoi triangulaire de football qui s'est déroulé du 10 au 17 juin en île Maurice a été remporté hier soir par les Requins de la Mer Rouge à l'issue d'un match avec le Pakistan gagné par 3-1 but. Ce tournoi qui regroupait 4 pays, à savoir Djibouti, l'île Maurice, le Kenya et le Pakistan, a été l'occasion pour notre équipe nationale de remporter le trophée du tournoi.
Les requins qui seront de retour mardi au pays ont été félicités aussitôt par le président de la Fédération djiboutienne et vice-président de la CAF, M. Suleiman Hassan Ouabari. Il a félicité l'équipe nationale au nom des membres de la grande famille de football, au nom de tous nos compatriotes et à son nom propre. Et je cite, « Vous avez réalisé durant cette compétition un excellent travail, joueurs et techniciens ainsi que membres du staff. Vous avez défendu avec fougue et détermination les couleurs nationales. Toutes mes plus vives félicitations pour l'exploit sportif que vous venez de réaliser », a écrit le président de la Fédération djiboutienne de football dans son message. Votre performance n'est pas due au hasard, a-t-il ajouté, elle est plutôt le fruit d'efforts continus et répétés et que trouve donc aujourd'hui leur aboutissement et leur récompense. Notons que ce tournoi que nous venons de gagner nous a permis de bien nous préparer pour notre objectif premier qui est la qualification pour la CHAN 2024 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sport toujours, sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport, la piscine nationale a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte pour les femmes djiboutiennes afin de les encourager à pratiquer une activité sportive aquatique tout en se divertissant. Aux côtés du personnel féminin du ministère, la secrétaire générale, Mme Khadiga Ibrahim, a également pris part à cette journée mémorable placée sous les signes de la convivialité et de l'échange. Les femmes ont pu découvrir les bienfaits de l'aquagym, pratique sportive très en vogue en ce moment, dispensée par des monitrices compétentes et qualifiées de la piscine. Cette initiative a suscité un vif enthousiasme chez les participantes qui ont exprimé leur gratitude aux responsables de la piscine pour leur accueil chaleureux et leur professionnalisme. La secrétaire générale de SES a déclaré que cette journée porte ouverte a été une excellente occasion pour les femmes djiboutiennes de découvrir une activité physique innovante et agréable. Venir découvrir cette merveilleuse structure, venir découvrir ce qu'on propose, découvrir également ce que c'est que la natation, l'aquagym pour le bien-être de notre corps et pour notre épanouissement. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargé au sport a loué cette initiative qui contribue ainsi à encourager l'accès à la pratique sportive au milieu aquatique aux femmes. On écoute. Vous voyez, nous nous retrouvons à la piscine pour la journée porte ouverte aquagym pour les femmes. C'est sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Comme vous le savez, l'aquagym est une discipline sportive très douce qui permet de tonifier les corps tout en profitant de la portée de l'eau. Elle s'adresse à un large public grâce à sa facilité d'adoption. L'aquagym est faite surtout pour les femmes qui leur permet de pratiquer le sport tout en sécurité. Les séances d'aquagym se pratiquent en piscine et elles sont guidées par des professionnels. Grâce à l'appui du président de la République qui a inauguré cette piscine pour les femmes, pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent profiter massivement de cette piscine. Et nous invitons toujours les jeunes filles et les jeunes femmes de venir pouvoir nager, profiter de l'aquagym. Il existe des professionnels qui sont capables de pouvoir leur apprendre la nage, mais surtout pour l'aquagym, il n'est pas vraiment nécessaire de savoir nager. Comme vous le voyez, il y a un bassin peu profond qui a été adapté exactement pour l'aquagym. Pour l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, au Soudan, une nouvelle trêve a débuté dimanche 18 juin. Au Soudan, conclut la veille entre les camps des généraux en guerre. Voici le reportage. Une nouvelle trêve a débuté aujourd'hui au Soudan, conclut la veille entre les camps de généraux en guerre. Alors que le combat se sont intensifié samedi à Khartoum, faisant de nouvelles victimes civiles. L'armée et le paramilitaire engagés depuis le 15 avril dans un conflit ont accepté un cessez-le-feu de 72 heures, selon le médiateur saoudien et américain. Le Royaume d'Arabie Saoudite et les États-Unis annoncent l'accord de représentants des forces armées soudanaises et de forces de soutien rapide
pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 72 heures à partir de dimanche, a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères. Outre l'arrêt de tout mouvement et d'attaque, les deux camps ont convenu d'autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Soudan, selon le communiqué. L'annonce du cessez-le-feu intervient alors que le combat font rage à Khartoum où des frappes aériennes et d'explosions ont fait des morts parmi les civils. En des mois de guerre, plus de 2 000 personnes ont été tuées au Soudan, selon l'ONG, et plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, selon l'ONU. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.